bienvenue à ce point de presse de la vérificatrice générale du Québec, Mme Guylaine Leclerc, qui présente aujourd'hui le tome de décembre de son rapport pour l'année 2022-2023. Mme Leclerc est accompagnée aujourd'hui d'Alain Fortin, directeur général d'Audi, Caroline Rivard, vérificatrice générale adjointe, et de Martin Saint-Louis, directeur principal d'Audi. La vérificatrice générale prendra d'abord la parole, puis nous procéderons ensuite avec une période de questions. À vous. Merci. Alors, bonjour à vous. C'est avec plaisir que je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats des travaux que nous avons menés au cours des derniers mois. Alors, comme vous le savez, pour l'occasion, je suis accompagnée par mes collègues. Alors, l'audit de performance intitulé « Allocation familiale, supplément pour enfants handicapés » porte sur les deux aides financières pour enfants handicapés qu'offre Retraite Québec. Le supplément pour enfants handicapés et le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. Pour ces deux suppléments, les sommes versées s'ajoutent à l'allocation famille de base destinée aux familles qui résident au Québec et qui comptent des enfants de moins de 18 ans. Notre premier constat est à l'effet que le processus de demande des suppléments pour enfants handicapés est lourd et complexe et que les parents doivent notamment fournir une documentation importante et remplir des formulaires compliqués, tout en composant avec des processus qui se recoupent et se dédoublent. Aussi, les délais de traitement des demandes sont longs. Et lorsqu'une révision de dossier médical est nécessaire, les délais peuvent dépasser 200 jours. Le chapitre 3 porte sur l'attribution et suivi des contrats à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ. Il est assujetti à la loi sur les contrats des organismes publics. Du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, l'institution a conclu 190 contrats de 25 000 $ au plus. Nous avons constaté que BANQ a mis en place des contrôles. Cependant, ils sont insuffisants pour favoriser la rotation des fournisseurs et identifier les achats récurrents en vue d'assurer la concurrence et l'obtention des meilleurs prix. Aussi, certaines exigences du cadre normatif de la gestion contractuelle et des procédures internes n'ont pas été respectées par BANQ. Entre autres, des autorisations relatives à l'obtention de contrats sont obtenues en retard. Dans certains cas, elles sont absentes. Le chapitre 4 porte sur l'enseignement à distance durant la pandémie de COVID-19. Selon diverses études, la fermeture des écoles et l'enseignement à distance a entraîné des retards d'apprentissage, particulièrement pour les jeunes en difficulté d'apprentissage ou à risque de décrochage. Ces retards, s'ils ne sont pas comblés par des mesures de rattrapage efficaces, risquent de compromettre le cheminement scolaire de ces jeunes et de les priver d'un diplôme. Le ministère de l'Éducation a tardé à émettre des directives claires aux centres de services scolaires afin de préciser les services éducatifs minimaux à offrir aux primaires et aux secondaires. De ce fait, les services éducatifs proposés au printemps 2020 étaient limités. Près de 2 mois se sont écoulés entre la fermeture des écoles, le 13 mars 2020, et la reprise de l'enseignement en présentiel ou à distance le 11 mai. Et pour le reste du printemps, le mauvais encadrement du ministère a contribué à une prestation de services très variable d'un centre de services scolaire à l'autre. Autre constat important est que les analyses dont dispose le ministère de l'Éducation ne lui permettent pas d'avoir un portrait complet des retards d'apprentissage afin de mettre en place les mesures de rattrapage appropriées. Enfin, le dernier chapitre porte sur la maintenance des actifs du réseau de distribution d'électricité d'Hydro-Québec. Plus de 95 % de la clientèle québécoise est alimentée par Hydro-Québec. La demande en électricité a augmenté ces dernières années et continuera de croître, notamment en raison du plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec qui vise à intensifier l'électrification des transports, des bâtiments et des entreprises. Cette croissance augmente la pression sur le réseau de distribution d'électricité. Or, une maintenance rigoureuse de ce réseau contribue à réduire les pannes. Nous avons constaté que la fiabilité du service de distribution d'électricité d'Hydro-Québec présente une baisse marquée et son plan de réduction des pannes n'a été que partiellement mis en œuvre. Depuis 2012, la fiabilité du service de distribution d'électricité s'est dégradée. En excluant les événements météorologiques majeurs, la durée moyenne des pannes par client alimenté a augmenté de 63 % et le nombre de pannes est en hausse de 16 %. En 2020, Hydro-Québec a lancé un plan de réduction des pannes.
Toutefois, seulement le quart des travaux prévus a été réalisé en 2021 et les travaux coûtent plus cher que prévu. Une part importante des efforts de maintenance préventive qu'Hydro-Québec doit réaliser n'est pas accomplie. Dans les faits, Hydro-Québec accomplit partiellement la maintenance préventive qu'elle prévoit réaliser chaque année. De 2016 à 2020, le tiers des heures de maintenance préventive systématique planifiée n'a pas été effectué et la Société a interrompu son programme régulier d'inspection des lignes aériennes pendant 2 ans, en 2018 et en 2019. Les délais entre la décision d'entreprendre une tâche de maintenance préventive conditionnelle et la fin des travaux ont doublé entre 2012 et 2021. Enfin, Hydro-Québec dispose de données incomplètes, non structurées ou imprécises sur certaines caractéristiques de ses actifs. En terminant, le vérificateur général adresse des recommandations aux ministères et organismes audités. Un processus de suivi de l'application de ces recommandations est en place. Et un rapport sur ces suivis est publié chaque année. Celui de cette année, est publié actuellement. Pour 21-22, nous avons réalisé le suivi de l'application de 206 recommandations provenant de 25 rapports d'audit de performance ou d'audit financier. La majorité des recommandations ont été jugées appliquées ou ont donné lieu à des progrès satisfaisants. En terminant, je tiens à remercier très sincèrement les équipes qui ont travaillé très fort à la préparation de chacun de ces chapitres. Je suis maintenant prête à répondre à vos questions en lien avec ces rapports. Merci beaucoup. On va d'abord procéder avec une période de questions en français, 2 questions par journaliste. On fera plusieurs tours si nécessaire. Et nous débutons aujourd'hui avec Louis Lacroix, Cogeco. Bonjour, Madame la vérificatrice. Je voudrais d'abord que vous me parliez des méthodes d'analyse pour les retards d'apprentissage. En fait, ce qui ressort de cet aspect du rapport, c'est qu'on n'a pas fait d'examen du ministère, finalement. Et donc, on s'est privé d'outils, selon ce que vous dites. Quelles sont les raisons qu'on vous a données pour ne pas avoir utilisé les examens du ministère? Parce que ce que vous dites, c'est qu'on aurait pu quand même tenir l'examen du ministère, faire une normalisation des notes, là, pour tenir compte, évidemment, peut-être mais on aurait eu un outil. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit au ministère de l'Éducation pour justifier le fait qu'on n'a pas... qu'on s'est passé de ces outils-là d'analyse? Bien, premièrement, en novembre 2020, il y a un mémoire qui est présenté au Conseil des ministres mentionnant qu'il y a un risque qu'il y ait des difficultés accrues pour les élèves. À ce moment-là, on dit que ce serait intéressant d'avoir un examen du ministère là, qui permette de faire l'évaluation, quitte à ce qu'on normalise les notes. On a fait le choix, en janvier 2021, de ne pas préparer d'examen du ministère. Même si on était en janvier 2021, on a fait le choix que pour l'année 2021, il n'y en aurait pas. Donc, en juin 2021, il n'y en aurait pas. Donc, il n'y en a pas eu, ce qui fait que le ministère de l'Éducation s'est privé d'informations importantes qui lui auraient permis d'avoir une information sur l'état de situation des élèves qui ont eu à vivre depuis mars 2020 soit des coupures au niveau de l'enseignement ou soit de l'enseignement à distance. Lorsque un des commentaires, le commentaire qu'on a eu, c'est relativement à l'aspect juridique de la chose. C'est ça? C'est ça, mais pour les analyses, là, on dit... Je pense que M. Lacroix le cherche. Il n'a pas eu d'analyse. Il n'y en a pas eu d'analyse. Il n'a pas eu d'analyse qui justifiait. Là. Il n'y a pas eu d'analyse qui justifiait, mais on mentionne aussi à l'effet que... Vas-y, Alain. Bien, c'est ça. Il n'y avait pas d'analyse. Puis l'autre élément, on nous mentionnait, bien, juridiquement, il y aurait eu une difficulté parce que certaines épreuves, c'est juste les centres de services qui peuvent avoir accès aux données, là, parce qu'il y a certaines épreuves. Mais ce qu'on a constaté, nous autres, juridiquement, bien, s'il n'y aurait pas eu, en tout cas, les noms des étudiants, enlever la PRP qu'on appelle là, dans le jargon, bien, il n'y aurait pas eu de problème. Là. À avoir l'information pour pouvoir avoir l'information à l'intérieur, à l'ensemble du Québec. Donc, on s'est privé d'un outil important. Et malgré ça, on a investi 88 millions dans un plan de tutorat ou
d'accompagnement là, pour les jeunes. Donc, ce plan-là était basé sur rien, dans le fond. Il n'était pas basé sur des données probantes, là. Le montant de 88 millions pour le tutorat a été réparti à la grandeur des centres des services scolaires en fonction des effectifs. Et donc, parce qu'on n'avait pas de données sur quelles étaient les régions qui en avaient plus besoin, quels étaient les centres des services scolaires qui en avaient plus besoin. Et à l'intérieur des centres des services scolaires, la répartition était variable d'un centre de services scolaires, mais sans avoir l'information complète sur l'état de situation. Alors, si on avait eu l'information complète, juste pour bien comprendre, c'est qu'on aurait pu mieux cibler les endroits où il y avait peut-être plus de besoins. Par exemple, dans telle commission scolaire ou dans telle... là où on voyait, par exemple, on aurait pu envoyer davantage d'argent là, moins dans des régions où ça s'était mieux passé. C'est ce que je comprends. C'est que l'exercice de tutorat, c'est justement pour aider les étudiants. Donc, ça aurait été important de fournir ce support-là aux régions et dans les centres de services scolaires qui en avaient plus besoin, et à l'intérieur des centres de services scolaires, avoir l'information pour pouvoir le répartir adéquatement aussi à l'intérieur des écoles. Alain Laforêt, TVA. Madame Leclerc, décembre 2022, est-ce que vous considérez actuellement que les jeunes ont rattrapé ce qu'ils ont perdu durant la pandémie? Est-ce que le ministère a mis en place des mesures pour les favoriser, entre autres, un quart des élèves là, qui est à problème de décrochage ou que des problèmes d'apprentissage? Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été mises en place pour pallier aux problèmes de l'enseignement à distance? Notre rapport porte sur... C'est quoi la période? C'est justement là, de mars 2020 aller jusqu'à juillet 2022. Je vais te le dire exactement. Juillet 2022, donc. Ouais. C'est vrai que notre portée, là, c'est cette période-là. Donc, mais après ça, dans quelle mesure est-ce que... Oui, allez-y. L'apprentissage à distance, ça a été 2 mois. Vous notez que durant ces 2 mois-là, il y a eu des carences, il y a eu mauvais suivi, que les jeunes ont été laissés seuls, particulièrement les enfants à décrochage. Après ces 2 mois-là, pour la période suivante, selon les données que vous avez recueillies au ministère, est-ce qu'il y a eu des mesures de rattrapage qui ont été faites pour rattraper ces jeunes-là, ou c'est tombé dans les dédales, puis on les a laissés aller en se disant c'est plate, mais ils ont perdu 2 mois de leur vie, puis peut-être qu'en bout de ligne, ils n'auront pas de diplôme? Bien, on a émis des mesures d'une valeur de 88 millions de dollars, mais sans savoir si ça allait vraiment aux enfants qui en avaient vraiment besoin. Et ce que nous disons dans notre rapport, c'est que dans les 2 premiers mois, les écoles étaient fermées. Ça a été en mai 2020 pour qu'on ait un décret qui fasse en sorte qu'on puisse faire de l'éducation à distance. Et ça n'a été que 3 semaines avant le début des classes, en septembre 2020, qu'on a émis des directives sur le nombre d'heures minimales qui étaient requis dans pour chacun des centres des services scolaires. Dans l'autre dossier qui m'intéresse, Hydro-Québec, au fond, ce que vous dites, c'est que son réseau de distribution manque d'amour. Il y a un accroissement des pannes, un accroissement de la durée des pannes. Effectivement, il y a des lacunes importantes au niveau du réseau de distribution, au niveau de au niveau de la maintenance préventive du réseau de distribution. Kim Vermette, Radio-Canada. Bonjour, Mme Leclerc. Est-ce que, tu sais, quand vous parlez là, de dommages importants et tout pour les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, est-ce qu'on peut dire que la gestion qui a été faite par le ministère de l'Éducation, ça aura un peu des dommages irréversibles là, sur ces enfants-là qui ont des retards d'apprentissage? Est-ce qu'on va sentir longtemps l'effet de la gestion qui a été faite pendant la pandémie? Bien, je pense que tout le monde... Vas-y, tu peux... Moi, ce que je reviendrais, c'est que ce qui est important, c'est pas irréversible. C'est important, c'est de savoir, comme il faut, ces retards-là, comme nos recommandations le mentionnent. Puis, on a une autre recommandation, c'est mettre en place, la recommandation numéro 4, mettre en place des mesures, justement, de rattrapage nécessaires pour, justement, là,
favoriser la diplomation, favoriser la réussite, puis favoriser tout là, pour faire en sorte qu'ils ne décrochent pas. Là. On ne dit pas du tout que c'est irréversible. Ce qu'on dit qu'on recommande, c'est de connaître comme il faut le portrait, parce qu'il y en a, c'est peut-être en français, puis même en français, ça peut être en lecture ou en écriture, puis ça dépend des endroits. C'est de savoir c'est où qu'il est, le retard, puis de mettre en place les mesures, là, justement, pour récupérer ces retards-là. OK. Mais on peut parler quand même de 2 années. C'est quand même 2 grosses années là, où il y a eu une gestion qui a été un peu défaillante. Bien, dans un premier temps, au début, il n'y a pas eu de directive claire. Deuxièmement, le ministère n'est pas en mesure de connaître le portrait de la situation. Bien qu'il ait investi des sommes importantes, 88 millions, il ne le répartit pas, ne l'a pas réparti en fonction des besoins des enfants qui sont plus dans le besoin, qui ont des risques de décrochage. Gabriel Côté, Agence QMI. Bonjour, Mme Leclerc. À la page 115-116 de votre rapport, vous dites que 42 millions de dollars d'appareils de visioconférence ont été achetés, puis que ces appareils ont été peu utilisés. Puis à la page suivante, on voit qu'il y a 14 650 appareils qui ont été livrés dans les centres de services scolaires, mais que seulement un peu moins de la moitié a été installé. Je voudrais savoir, sont où ces appareils de visioconférence-là actuellement? Ils sont stockés sur des chariots à quelque part? Je vais te laisser répondre. C'est toi qui as été sur place. Comme on le mentionne, vous l'avez bien fait référence au tableau, là, ils sont tous envoyés dans les centres de services, là, ou les commissions scolaires, qu'importe. Là, ils sont tous envoyés, il y en a 14 650. Il y en a qui sont installés, environ à peu près 48 %, fait que là, votre expression est bonne sur des chariots, mais d'autres ne sont même pas encore installés. Là. Fait que, je ne sais pas si ça répond complètement à votre réponse, à votre question, là, mais... Donc, ils sont à quelque part dans les centres de services scolaires? Ils sont à quelque part dans les centres de services, mais ne sont pas encore installés pour être possiblement utilisés. Ils ne sont pas encore, là, ça c'est... Comme ces appareils-là peuvent être utilisés seulement dans le cadre de projets pilotes, si de l'enseignement à distance est nécessaire, est-ce qu'on doit craindre que leur durée de vie utile expire avant qu'on puisse les utiliser? Bien, nous, pour répondre, en tout cas, oui. Bien, nous, en tout cas, il y a déjà un problème autre dès le début, là, c'est la dimension là, éthique, là, parce que il y a eu ces achats-là, puis après ça, on a réalisé qu'il y avait des dimensions éthiques, là, que dans les paragraphes 45, 46, là, je vous fais référence à ceux-là, qu'on a dit que c'était des dimensions éthiques qui, à savoir, ils ont réalisé rapidement que, dans le fond, faire une histoire courte, là, qu'il y en a qui peuvent être en classe, puis d'autres sont chez eux. Mais chez eux, mettons que moi, c'est mon enfant qui regarde, moi, je pourrais passer à côté puis voir... Paul qui a beaucoup de difficultés, là, c'est ça qui crée... Puis là, je saurais que Paul, qui est pas loin de chez nous, bien, fait que là, c'est un problème d'éthique que ça a créé. Ça fait que l'utilisation, là, je comprends que vous parlez de désuétude, on n'a pas couvert ça. Nous, c'était déjà, même avant ça, c'est l'utilisation au niveau d'éthique, là, ça crée un problème d'où c'est peu utilisé. Et si on avait fait une étude préalable, on aurait su que ça ne marchait pas. Bien, c'est pour ça que là, je vous réfère à notre recommandation qui est de justement là, réaliser une analyse adéquate des besoins avant chaque acquisition d'équipement. Là, c'est justement quand on fait une analyse adéquate des besoins, on aurait pu réaliser, fort possiblement, on a réalisé ces enjeux-là là, d'éthique qui faisaient en sorte que l'équipement là, créait des enjeux majeurs. Là. Avant de passer en anglais, je vais me permettre aussi des questions. Hugo Pilon-Larose de la presse. Mais pour rester en éducation, justement, avez-vous l'impression, à la lumière des constats que vous faites aujourd'hui dans votre rapport, qu'au MEQ, on navigue souvent à vue? Il nous manque des données lorsqu'on prend des décisions. Est-ce que vous aimeriez avoir, par exemple, un tableau de bord comme on a en santé pour pouvoir suivre ce qui se passe au ministère de l'Éducation? Bien, le mandat qu'on a fait, c'est un mandat qui était assez ciblé. C'est un mandat qui était sur l'enseignement à distance en période de pandémie. Donc, je ne suis pas en mesure de vous répondre sur quel est leur tableau de bord là, actuellement. Ce n'était pas le sujet de l'audit. Par contre, lorsqu'on mentionne est-ce qu'ils naviguent à vue, ils n'ont pas un portrait actuel de l'état de situation. Donc, au moment où on a fait, jusqu'en juillet 2020,
22, où on a arrêté notre audit, il n'y avait pas le portrait de l'état de situation. Où étaient les enfants qui étaient plus en difficulté? Comme le disait mon collègue, dans quelle matière est-ce qu'il y avait des problèmes plus importants? C'est incroyable quand même. Vous trouvez ça incroyable de constater ça? C'est effectivement une lacune importante. Il est important que le ministère de l'Éducation connaisse l'état quel est l'impact de la pandémie et de l'enseignement à distance sur les élèves du Québec. Concernant Hydro-Québec, le réseau de distribution manque clairement d'amour. La société d'État est de moins en moins fiable et la situation ne s'améliore pas assez rapidement. Au même moment où le gouvernement annonce déjà qu'on veut construire un demi-Hydro-Québec de plus pour répondre aux besoins énergétiques de la province, est-ce que ça part mal? Bien, ce que vous me parlez, c'est de la production et notre rapport ne portait que sur la distribution. Donc, la distribution, c'est à partir du moment où il y a la production d'électricité, après ça, il y a le transport de l'électricité et ensuite, il y a la distribution vers nos résidences ou les industries. Alors, notre audit ne portait que sur le réseau de distribution. Et ce qu'on mentionne, c'est que la fiabilité du service de distribution a baissé de façon importante au cours des dernières années. On va passer en anglais maintenant avec Kelly Craig de CTV News. Good afternoon. Good afternoon. I won't ask you to do a résumé in English, but it seems like the message overall with the Ministry of Education is that just generally it didn't really know what was going on in schools. Is that a fair assessment? Well, they don't have a portrait that is sufficient to know where are the difficulties. So it would have been important that they had known where are the issues, where are the risks for the student, or the risk is in that type of area, is the risk in that type of subject, lecture, mathematics, or other. So it would have been important that Ministère de l'Éducation would have that portrait. And even on November 2020, they had written to the a memoir to the Conseil des Ministres, the executive, I would say, saying that there is a risk for the student, that there would be a lack on the knowledge. So they say, well, we propose to have some ministry examination, but with maybe doing a type of standardization to be sure that there is no impact. And on January, they decided to not go with the ministry exam, so they haven't been able to get a portrait of what was the situation in Quebec. In your report, you note how important it is for students to do well in elementary school, because then when they go to high school, they have a better chance of staying there and not dropping out. For this catch-up that you're recommending, if you could just give an idea of how vital that is for student success, because you noted in your report that you don't want students dropping out in high school because they're behind in elementary school. Well, that's important, and I think that the Ministère de l'Éducation knows that how it is important. They have invest $88 million for tutorat, and but the issue is that they just don't know who are in need, and having known that, they would maybe have been able to spend that $80 million in a proper way. Franca Mignacca, CBC News. On the education report, I know you said that there was data missing, but do we have any idea
of the kind of impact that that online learning had on students with learning disabilities specifically? Well, even in the memoir of November 2020, the Centre de Services Scolaires mentioned that they see an impact on their student. So what will be the impact in the long term, or I just don't know. It's not my specialty. So, but it is important that the Ministère de l'Éducation knows what is going on in Quebec regarding the lack, the possibility of lack of learning for their students. And in terms of the section on hydro, can you describe a bit what led exactly to, these non-weather related power outages, and what exactly you're recommending to fix it? Our recommendation is that they have to fix some objective to improve the network of the distribution. They have to reinforce their tools to know what are the assets that is getting older and older. So they need to get some tools to help them to identify how it goes regarding that. And they have to improve the planification of the plan maintenance, so maintenance plan. So they have to improve the maintenance plan. Just a clarification, though, in terms of the reliability of the network, is it becoming less reliable because of aging equipment? Well, more you have aging equipment, more there are some risks. So you have to know correctly what are your assets, and you have to plan on how you will manage those assets that are getting older. So there are many impacts. There are many reasons. Some reasons are that year after year they are not able to do what they planned. They had planned to do the maintenance of their of the distribution network. If I may, just a technical question as well. When you say the Centre de Services Scolaires, are you those are the French boards? In your study, did you also include the English school boards, the Anglophone school boards? Is it all of them? Parce que le Centre de Services Scolaires, c'est les deux. OK, merci. Nous, on le dit ici, on a utilisé l'expression centre de service scolaire, mais pour simplifier le texte, parce qu'on sait qu'il y a X centres de service, puis il y a 7 commissions scolaires anglophones. Mais ces fins de simplification, quand vous voyez ici dans le rapport centre de service scolaire, c'est l'ensemble des tout. Merci. On va faire une deuxième ronde de questions en français. Louis Lacroix, Cogeco. Sur Hydro-Québec, ce que je comprends, c'est qu'ils avaient vécu à peu près la même situation dans les années 90. Puis finalement, ils n'ont pas appris de leurs erreurs, si je comprends bien. Parce que il y avait un constat qui était semblable là, au niveau de la dégradation des équipements dans les années 90. Puis ils avaient lancé un programme de remplacement des équipements. Puis finalement, on arrive 25 ans plus tard ou 30 ans plus tard, puis on est encore dans la même situation. Et on n'a pas appris des erreurs passées? Bien, notre audit porte de 2012. 2012, hein, c'est ça? On a regardé les données depuis 2012. On a regardé mais tu as peut-être quelque chose sur les années 90? Bien, effectivement, c'est ce qu'on mentionne dans le rapport. Dans le fond, il y a déjà eu une situation similaire là, dans les années 90. Puis aujourd'hui, Hydro-Québec se retrouve aussi là, devant des actifs qui sont vieillissants. Plusieurs sont à plus de la moitié de leur durée de vie. Il y a des remplacements qui vont s'accélérer au cours des prochaines années. Et ce qu'on mentionne dans notre rapport, c'est que sa stratégie de maintenance n'a pas été... Hydro-Québec n'a pas pu nous démontrer qu'il avait vraiment adapté sa stratégie de maintenance pour faire face à ce vieillissement-là. Donc, effectivement, là, il y a une recommandation à cet effet-là, d'ajuster sa stratégie puis de s'assurer de pouvoir faire face à ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on prend du retard? Parce qu'en 2020, quand on constate là, qu'il
la fiabilité du réseau est en baisse, on décide de lancer un plan pour essayer de remplacer les équipements puis de fiabiliser le réseau. Puis on prend du retard. Pourquoi on prend du retard dans ce programme-là? Pourquoi on n'est pas capable de prendre le dessus? Bien, là, le plan est on commence en 2021, là. Le plan de réduction des pannes là, que vous parlez. Mais même avec ce plan de réduction des pannes-là, bien, il y a des lacunes. Dans un premier temps, on a mal évalué le coût que ce serait. Donc, on l'avait évalué à 800 millions de dollars, 800, c'est ça? Et en décembre 2021, on l'aurait évalué à 1,14 milliard de dollars. Et il y a des possibilités que ce plan, l'application de ce plan-là prenne près d'une dizaine d'années pour être réalisé, près d'une dizaine d'années de retard. Alors, il y a effectivement des lacunes importantes au niveau de la planification. Il devrait pas y avoir un programme d'amélioration continue. Parce que là, on semble arriver, si on se fie à l'histoire de ce qui s'est passé il y a 30 ans, dans les années 90, on constate ça, on répare le réseau, puis ça, on continue à aller comme ça. Puis là, d'un coup, en 2020, on dit « Ah, mon Dieu, on est encore dans la même situation qu'il y a 30 ans. » Fait qu'on fait un autre programme. Ce qui ne devrait pas y avoir un programme d'amélioration continue qui soit implanté pour éviter justement qu'on se retrouve à terme dans des situations semblables. C'est nos recommandations. Nos recommandations sont à l'effet d'établir des objectifs étayés d'amélioration de la fiabilité du réseau de distribution. Et puis, une fois qu'on a mis ces objectifs-là, bien, mettre en œuvre le programme qui va faire en sorte qu'on va pouvoir l'atteindre. Alain Laforêt, TVA. Je continue là-dessus. Est-ce qu'une des réponses d'Hydro-Québec vous dit qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour le maintenir, le réseau à niveau? Comment ils justifient le fait qu'ils ne l'entretiennent pas, le réseau? Bien, dans le fond, ce n'est pas nécessairement une question monétaire là, qui est énoncée dans leur réponse. Ils ont adhéré à nos recommandations. Dans le fond, ils disent qu'ils vont les mettre en œuvre. C'est la teneur de leur commentaire aussi, de leur réponse. C'est quoi, quand vous avez dit, c'est parce que ça fait 30 ans que vous l'avez encore laissé aller pendant 30 ans, votre réseau, là? Comment ils vous ont expliqué ça, là? Ils ont dû vous parler, les gestionnaires de chez Hydro-Québec? Comment ils ont justifié le fait qu'il n'y ait pas supervisé la mise à niveau du réseau? On a les commentaires d'Hydro-Québec dans notre rapport, là, comme vous le voyez. Puis notre rapport, comme vous voyez, est assez factuel. Là, okay? Donc, quelle est l'augmentation des pannes? Quel est le délai entre... Est-ce que ça vous a convaincu ce qu'Hydro-Québec vous a dit pour justifier le fait que leur réseau ait encore des problèmes, les mêmes problèmes qu'il y a 30 ans? Bien, la façon dont on travaille, nous, on identifie des lacunes, des éléments à améliorer, et après ça, on fait des recommandations et on va faire un suivi des recommandations. Et dans leurs réponses, souvent, les entités vont nous donner certaines bribes d'explications, mais ce qui est important pour nous, c'est que la situation soit corrigée. Vous n'êtes pas certaine que dans 30 ans, on ne vivra pas le même problème, là? Bien, premièrement, on a fait des recommandations qui sont assez claires. Et deuxièmement, on fait un suivi des recommandations de façon régulière. Je poursuis sur ce sujet-là également. Concernant Hydro-Québec, on est bientôt près de 25 ans après la crise du verglas. Le réseau serait-il tout aussi fragile, justement, au niveau de la distribution, si une crise similaire survenait dans les prochaines années? Bien, c'est certain que quand il y a un impact météorologique, bien, plus le réseau est solide, mieux c'est. Alors, mais la crise du verglas a beaucoup impacté le transport. Là. Donc, c'est les gros pylônes, ça, c'est le transport. Et c'est attendu que plus tes actifs sont vieillissants, moins tu connais l'état de situation de tes actifs, où ils sont ceux qui doivent être changés. Les changements climatiques ou les événements météorologiques, bien, ça peut avoir un impact de façon plus importante. En terminant, est-ce qu'il y a d'autres questions en français ou en anglais avant de conclure? À la lumière de ce que vous avez eu comme information là, en mai 2020, est-ce qu'ils étaient désorganisés? Bien, ça a pris
Bien, je vous dirais, en mai 2020, donc 2 mois après qu'on ait fermé les écoles puis qu'on ait décidé qu'on ait préparé un décret qui faisait en sorte que il pourrait y avoir de l'enseignement à distance, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin août, il n'y avait pas de directive auprès des centres des services scolaires sur quelles étaient les exigences minimales. Donc, il y a certains centres de services, certaines écoles secondaires qui n'ont pas donné d'enseignement à distance à partir de mai, pour les 2 mois, là, mai et juin 2020. Puis il y en a d'autres qui avaient dit, bien, nous, c'est minimalement 50 minutes par jour d'enseignement à distance qu'on va exiger. Donc, il n'y avait pas d'uniformité entre un centre des services scolaires par rapport à un autre. Kim Vermette, Radio-Canada. Juste être sûr de bien comprendre, une dernière question sur l'enseignement à distance, toujours. Là. Est-ce que finalement, on a un peu raté la cible? Le ministère n'a pas mis son énergie à la bonne place en lançant, par exemple, ce programme-là de tutorat de 88 millions, mais sans savoir un peu où il mettait ses ressources? Bien, c'est le problème. C'est autant pour le 88 millions de tutorat où on n'est pas en mesure de connaître où sont vraiment les besoins. C'est un peu la même chose pour le 42 millions d'équipements audiovisuels qui n'a pratiquement pas été utilisé, où on n'a pas identifié le besoin à l'origine. Donc, le ministère de l'Éducation, dans les 2 cas, aurait dû avoir l'information pour pouvoir prendre des décisions adéquates. Kelly Craig, CTV News. On the same topic, with the distance learning and the differences between different school boards and even different schools, in your assessment, would that put certain students at a better chance of graduating just because their schools had better resources at the time, and others would have a disadvantage because their schools didn't? What we say is that it's important that the Ministère de l'Éducation knows that. It's important that the Ministère de l'Éducation knows which school board or centre de service scolaire has need less budget or tutorat than other. So that is to the Ministère de l'Éducation to know that. And what we have seen for the period that we have audited is that for that period, they didn't know. That's a big problem, I assume, because some students will have better chances of graduating than others. Well, that's to the minister to know that. And what we can say is that they just don't know. Franca Mignacca, CBC. When you speak of issues with communication at the beginning of the pandemic, especially between the ministry and the school boards, what exactly, what kind of information do you think should have been conveyed, and what kind of impact concretely did this have on students? Well, just to give you an example, some high school from May 2020, for May and June, some high school just didn't provide any course. And some other high school had put some directive to their, some centre de service scolaire had put to I restart, okay? Some high school had decided to have 50 minutes of distance learning for per day. And some other high school just didn't have at all any learning, distance learning for that period of time, for May and June 2020. So what we would have liked to see is that right on May, the minister would have guided the centre de service scolaire, and it took them many months. They only did that a few weeks, 3 weeks before September 2020, just so 3 weeks before they start the new class for 2021. So what you're saying is this could have had an impact on the quality of education some students received? Well, I
cannot conclude because they haven't done any evaluation. But what we can see is that some high school provided some course on learning distance and other didn't. So you can conclude by yourself. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin au point de presse. Merci. Merci.